Assalamu alaikum, nous sommes toujours dans le chapitre 2, influence des facteurs édaphiques sur la répartition des êtres vivants. Dans cette capsule, nous allons étudier les propriétés du sol. Parmi les propriétés, nous allons voir les propriétés vis-à-vis de l'eau. Et dans un premier lieu, nous allons étudier l'eau dans le sol. Vous savez tous que l'eau est un constituant important du sol. Elle est importante pour la croissance des êtres vivants, dont les végétaux. L'eau est retenue dans le sol au niveau des pores. On a déjà parlé des pores quand on a étudié les caractéristiques du sol. Vous savez très bien qu'il y a des macropores et des micropores. Alors, comment mettre en évidence la présence de l'eau dans le sol? Quelles sont les formes de l'eau dans le sol? Et comment peut-on mesurer la perméabilité du sol à l'eau et sa capacité de rétention d'eau? Nous allons commencer par une petite expérience très simple pour mettre en évidence la présence de l'eau dans un sol. On va tout simplement chauffer un échantillon de sol dans un tube à essai, comme le montre la photo à droite. La fin de l'expérience est représentée par ce schéma à gauche de la diapo. Donc, après avoir chauffé un échantillon sec du sol, nous avons observé une vapeur d'eau, la voici sur le schéma, et des gouttelettes sur les parois du tube. Qu'est-ce que l'on déduit? On déduit que le sol contient de l'eau. Maintenant, nous allons voir quels sont les états d'eau dans le sol. Le sol, bien sûr, il est constitué de particules. Et dans ce schéma, on voit que l'eau peut se trouver dans différents endroits. Donc, avoir différentes formes ou bien être sous différents états. Tout d'abord, on a la première forme ou bien le premier état, c'est l'eau qui se trouve dans les grands pores. C'est l'eau gravitaire. Elle se trouve dans les grands pores. Pourquoi on l'appelle gravitaire? Parce qu'elle va s'écouler vers le bas par la gravité, par l'effet de la gravité. Ensuite, il y a un deuxième état d'eau, bien une deuxième forme, c'est l'eau capillaire qui se trouve dans les micropores, dans les petits pores. C'est une eau capillaire qui est utilisable par les plantes. Une troisième forme, c'est l'eau qui se trouve autour des particules, elle entoure les particules. Cette eau reste toujours liée aux particules, elle n'est jamais utilisée par les plantes. On l'appelle eau hygroscopique. Donc, on a l'eau de gravité, c'est l'eau qui circule librement dans les grands pores du sol, bien les macropores. Cette eau coule vers le bas sous l'effet de la gravité, donc elle ne reste pas longtemps dans le sol, elle est souvent inutilisable par les végétaux. L'eau capillaire, c'est l'eau qui se trouve dans les micropores, donc c'est l'eau qui occupe la microporosité, elle est maintenue dans le sol par les forces capillaires et elle peut être absorbée par les plantes. Enfin, l'eau hygroscopique ou bien l'eau pelliculaire, c'est eau qui entoure les particules. C'est une eau très liée aux particules. Elle forme une mince couche autour d'elle. Elle n'est pas utilisée par les végétaux. Elle est toujours liée aux particules. Nous allons voir maintenant comment mesurer la perméabilité du sol et sa capacité de rétention d'eau. Pour ceci, nous allons effectuer une expérience représentée par le schéma à droite. Donc, tout d'abord, dans le dispositif, on a deux éprouvettes, l'éprouvette A et l'éprouvette B. Dans l'éprouvette B, nous allons mettre du coton en bas, parce que cette éprouvette elle est ouverte vers le bas, du coton et du sol séché. Donc, le coton, il va servir, son rôle, c'est d'empêcher les particules de passer à travers l'ouverture. Ce sol, il est séché dans le four, donc il ne contient aucune forme d'eau. Après, nous allons prendre comme échantillon 100 g de sol séché. Après, nous allons remplir cette éprouvette A en eau distillée. Bien sûr, les deux robinets au début sont fermés. Après, nous allons ouvrir les deux robinets, le robinet R1 et le robinet R2, pour laisser passer cette eau de l'éprouvette A à travers le tuyau en caoutchouc vers l'éprouvette B, jusqu'à imbiber le sol, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'eau arrive à la surface du sol séché. Donc le sol est totalement imbibé d'eau. Et nous allons noter le volume qui est passé dans cette éprouvette, bien sûr en mesurant le volume initial et le volume final, puis en faisant la soustraction, bien sûr on va trouver le volume V1
qui est passé dans l'éprouvette B, c'est-à-dire qui est passé dans le sol. Après, nous allons détacher ce tuyau sous le robinet R1 et nous allons ouvrir le robinet R1 et laisser l'eau couler vers un bécher, c'est-à-dire l'eau qui va couler du sol qui a été imbibé auparavant vers le bécher. Nous allons tout d'abord compter, c'est-à-dire marquer le temps de la première goutte qui est descendue dans le bécher, puis le temps de la dernière goutte qui est descendue dans le bécher, et pour calculer la durée ou bien le temps mis pour le volume V2 de s'infiltrer ou bien de descendre ou bien d'arriver au bécher. Bien sûr, nous allons noter ce volume V2 et puis la durée qu'il a fait pour arriver ici, c'est T2 moins T1. Et bien sûr, ce volume V2, comme vous le savez, c'est d'après les états d'eau qu'on a étudiés, c'est le volume, c'est l'eau qui est occupée les grands pores. Donc cette eau, elle descend par gravité. Donc l'eau qu'on va obtenir dans le bécher, ici, cette eau est occupée avant la macroporosité dans ce sol, c'est-à-dire c'est l'eau gravitaire. Donc à votre avis, qu'est-ce qui reste ici? Eh bien, c'est l'eau capillaire et l'eau hygroscopique qui reste dans le sol. Nous allons voir comment mesurer la perméabilité du sol et sa capacité de rétention de l'eau en effectuant cette expérience sur 3 sols de textures différentes. Les résultats obtenus sont représentés sur le tableau suivant. Toujours le même dispositif. Alors, nous avons ici 3 types de sols, sol sableux, sol limoneux et sol argileux. Nous avons marqué le volume V1 qui a servi à imbiber les échantillons de sol pour chaque type de sol. Nous allons marquer c'est-à-dire noter le volume V2 qui est descendu dans le bécher après l'ouverture du robinet R1. Nous allons calculer le volume qui va rester dans le sol, c'est-à-dire après avoir obtenu le volume V2, c'est-à-dire il reste un peu d'eau dans le sol. Donc cette eau que nous avons dit représente l'eau capillaire et l'eau hygroscopique. Donc nous allons tout simplement mettre ou bien écrire ou calculer V1 moins V2 pour l'obtenir. Donc nous allons obtenir 2 pour le sol sableux, donc, parce que 5 moins 3 ça fait 2. Donc 5 millilitres, c'est le volume d'eau qui était au départ dans le sol. 3 millilitres l'eau qui est descendue dans le bécher, et puis 2 millilitres, c'est la quantité d'eau que le sol a gardée. Donc 2 millilitres, c'est la quantité d'eau que le sol a gardée après précipitation du volume V2. Même chose pour le sol limoneux, on va faire la soustraction, on obtient 10 millilitres. Pour le sol argileux, on obtient 15 millilitres. Ce qu'on a calculé maintenant, c'est la capacité de rétention d'eau. Donc l'eau qui a été retenue par les sols, par les 3 types de sols. Maintenant, nous allons calculer tout simplement la durée effectuée ou bien la durée mise pour la précipitation du volume V2. Alors, tout simplement, on va faire une soustraction. C'est 13 moins 10, ça fait 3 secondes. Pour le sol limoneux, ça a demandé 25 secondes. Pour le sol argileux, ça a demandé 95 secondes. Alors, nous allons maintenant calculer la perméabilité. La perméabilité, tout simplement, c'est le volume V2 qui est descendu dans le bécher, qu'on va diviser par le temps mis pour que ce volume V2 arrive dans le bécher. Alors, nous allons tout simplement diviser 3 par 3, ça va nous donner 1 millilitre par seconde. Pour le sol limoneux, on va diviser 11 par 25, ça nous donnera 0,44 millilitres par seconde. Et dans le sol argileux, c'est 15 divisé par 95, ce qui nous donne 0,12 millilitres par seconde. Alors nous allons analyser les résultats qu'on a obtenus dans ces expériences. Toujours notre tableau. Si vous regardez très bien, alors voyez que dans le sol sableux, la capacité de rétention d'eau c'est 2, dans le sol limoneux c'est 10 et dans le sol argileux c'est 15. Regardez, cette capacité de rétention, elle augmente en allant du sol sableux qui a de grandes particules vers le sol argileux qui a de petites particules, c'est-à-dire dans un ordre décroissant de grandeur de particules.
En ce qui concerne la perméabilité, regardez, nous avons 1 puis 0,44 puis 0,2, 12. Contrairement à la capacité de rétention, elle diminue, cette perméabilité elle diminue en allant du sol sableux vers le sol argileux. Donc ces deux propriétés sont inversement proportionnelles. Quand l'une augmente, l'autre diminue. Donc le sol sableux a la plus grande perméabilité, ensuite vient le sol limoneux et finalement le sol argileux. Le sol sableux a la plus petite capacité de rétention d'eau, qu'on écrit par abréviation CRE. Donc C c'est capacité, R c'est rétention et E c'est eau. Ensuite vient le sol limoneux et enfin le sol argileux qui a la plus grande CRE. Récapitulons. Les deux propriétés du sol, perméabilité du sol et CRE, sont inversement proportionnelles. Plus un sol est perméable, moins il peut retenir de l'eau, comme le sol sableux, et moins un sol est perméable, plus il retient de l'eau, exemple argile ou bien les sols argileux. Donc les grumeaux, vous avez déjà entendu parler des grumeaux, ce sont les amas ou bien les agrégats qu'on trouve dans les sols à structure grumeleuse. Les grumeaux retiennent de l'eau à l'intérieur dans la microporosité et sont perméables de l'extérieur au niveau de la macroporosité. C'est-à-dire dans la microporosité, ils retiennent l'eau capillaire et dans la macroporosité, il y a l'eau de gravité qui va pas rester longtemps, qui va s'infiltrer vers le bas sous l'effet de la gravité. Ce qui fait que nous avons une modération aussi bien au niveau de la perméabilité que dans la CRE dans les sols grumeleux. Et bien c'est pour ça qu'on avait dit la dernière fois, ou bien quand on a étudié les caractéristiques, que les sols grumeleux sont les plus favorables à l'agriculture. Donc c'est pour ça, parce que ils ont une perméabilité moyenne et une CRE aussi moyenne, donc qui permettra aux plantes de se développer. Maintenant nous allons calculer ce qu'on appelle le point de flétrissement. Et on va le comparer avec la capacité de rétention d'eau. Alors, c'est quoi le point de flétrissement? On sait très bien que les plantes absorbent l'eau du sol à travers les racines. Une fois l'eau absorbable est épuisée, c'est-à-dire quand il n'y a plus d'eau absorbable, la plante flétrit, c'est-à-dire commence à mourir. Le point de flétrissement correspond donc à la teneur de l'eau dans le sol lorsque la plante flétrit d'une manière irréversible, c'est-à-dire on ne peut plus la sauver. Même si on lui ajoute de l'eau, elle ne va plus revenir à l'état normal. D'accord? Donc, le point de flétrissement, c'est cette teneur d'eau qui est dans le sol. Pourtant, elle n'est pas utilisée par la plante et la plante commence à flétrir, c'est-à-dire d'une manière irréversible. Alors, plusieurs études se sont faites sur plusieurs types de sols, de textures différentes. Et on a... Dans ces études, on a calculé le point de flétrissement pour chaque type de sol et aussi la capacité de rétention d'eau. Les résultats sont résumés dans ce graphe qui représente l'humidité en pourcentage en fonction de la texture de grosseur décroissante des sols, c'est-à-dire en allant du sable à grosses particules vers l'argile à particules fines. Alors ici, dans les éprouvettes, il y a des échantillons de sol. Et dans ces échantillons, on calcule à chaque fois le point de flétrissement qui est représenté par cette courbe et la capacité de rétention d'eau qui est représentée par cette courbe. Et remarquez aussi que la capacité de rétention d'eau augmente grâce à l'humus. S'il y a de l'humus dans le sol, vous vous rappelez de l'humus, c'est cette partie organique stable qui se trouve à la partie superficielle du sol, sous la litière, et ben s'il y a de l'humus, cette capacité de rétention augmente. Donc elle garde encore un peu plus d'eau pour les plantes. Donc on va l'étudier pour le sable, pour le sol limon argileux sableux et pour l'argile. Alors, nous allons voir maintenant, ou bien comparer le point de flétrissement pour ces trois types de sols. D'abord pour le sable, regardez, donc la teneur en eau, c'est-à-dire le pourcentage d'humidité qui correspond au point de flétrissement, il est là, donc c'est à peu près 4% d'humidité. Pour le limon argilo sableux,
il arrive là, donc c'est aux alentours de 14. Et pour l'argile, il arrive là à peu près plus de 15, donc entre 15 et 21. Maintenant, nous allons voir la capacité de rétention d'eau. Donc, vous voyez que ce point de flétrissement, il augmente en allant du sable vers l'argile. On va voir pour la capacité de rétention d'eau. Donc, la même chose, c'est aux alentours, c'est entre 7 et 14. Pour le limon argilo-sableux, c'est à peu près 28. Et pour l'argile, c'est à peu près 34. Donc, regardez, même ici, la capacité de rétention en eau augmente en allant du sable vers l'argile. Donc en allant du sable vers l'argile, plus la taille des particules est petite, plus le point de flétrissement augmente et la capacité de rétention d'eau augmente. Donc la capacité de rétention d'eau augmente, c'est-à-dire il y a plus d'eau dans le sol, et le point de flétrissement il augmente, c'est-à-dire la plante elle flétrit, même s'il y a une grande quantité, par exemple pour l'argile, la plante peut flétrir même s'il y a une grande partie de l'eau dans le sol. Par contre, dans le sable, elle flétrit quand il y a peu d'eau dans le sol. Alors, nous allons déterminer d'après le graphe le point de flétrissement pour ces trois types de sol. Donc, pour le sable, donc regardez ici pour le sable, le point de flétrissement, on a trouvé 4%. Pour le limon, on a trouvé 14%. Donc c'est ici 14% pour le limon. Voici, c'est ce point-là. Pour l'argile, c'est ce point-là. Non, pardon, pour le limon, oui, c'est ce point-là. Et pour l'argile, c'est ce point-là. Donc, on a trouvé à peu près, c'est 19%. Donc, VR. VR, c'est le volume retenu par le sol. On sait très bien que l'eau qui reste dans le sol après la précipitation de l'eau gravitaire, ou bien quand l'eau gravitaire descend vers le bas, il ne reste que l'eau capillaire et l'eau hygroscopique. L'eau capillaire, on sait très bien qu'elle est utilisable par les plantes, mais l'eau hygroscopique, elle n'est jamais utilisée par les plantes. Elle reste toujours liée aux particules. Elle ne part que lorsqu'on chauffe le sol dans le four. Alors, on va calculer l'eau capillaire, c'est-à-dire l'eau qui est utilisable. Donc, c'est tout simplement VR, le volume retenu, moins l'eau hygroscopique. Et l'eau hygroscopique, c'est tout simplement le point de flétrissement. Donc, c'est l'eau qui reste dans le sol quand la plante commence à flétrir. Donc pour le sol sableux, on a trouvé 11 pour la capacité de rétention, ou bien le volume retenu. On soustrait le point de flétrissement, c'est-à-dire l'eau hygroscopique, pour garder que la partie utilisable de l'eau, donc c'est 11 moins 4, c'est 7% d'eau utilisable. Pour le sol limon argilo-sableux, donc on va soustraire 28 qui représente la capacité de rétention d'eau, ou bien qui représente le volume retenu dans le sol. On va tout simplement soustraire 14 qui représente le point de flétrissement qui est l'eau hygroscopique, on trouve 14%. Et pour l'argile, nous avons trouvé pour la capacité de rétention ou bien le volume retenu, on a trouvé 34, donc c'est à peu près 35, 34. Nous avons, c'est ce point-là, et pour le point de flétrissement ou bien la quantité d'eau hygroscopique, on a trouvé 19, donc 34 moins 19 nous donne 15%. Donc vous voyez que l'eau capillaire ou bien l'eau utilisable, sa quantité augmente en allant du sable vers l'argile. Donc on récapitule, le point de flétrissement représente la quantité d'eau encore présente dans le sol que le végétal n'absorbe plus et commence à faner ou bien à flétrir. Cette eau représente l'eau hygroscopique. Lorsqu'on passe du sable vers l'argile, la capacité de rétention d'eau, donc regardez la capacité de rétention d'eau en eau et le point de flétrissement, tous les deux,
ils augmentent, donc plus la texture décroît, donc cette texture décroît, c'est-à-dire la taille des particules diminue, plus le point de flétrissement PF et la CRE augmentent. Donc la CRE et le PF sont inversement proportionnels à la texture du sol. C'est ce qu'on a dit ici. Plus la texture diminue, plus le PF et la CRE augmentent. Je rappelle, CRE, c'est la capacité de rétention en eau. Le PF, c'est le point de flétrissement. Un bilan de la partie. Le sol contient de l'eau sous plusieurs formes, eau gravitaire, eau capillaire et eau hygroscopique. La perméabilité P d'un sol est le volume d'eau écoulé par unité de temps, donc c'est une vitesse qu'on calcule, on l'a trouvé tout à l'heure dans l'expérience en millilitres par seconde. La capacité de rétention CRE est le volume d'eau retenu par un sol, donc vous vous rappelez, ce volume il est constitué de l'eau capillaire et de l'eau hygroscopique. Le point de flétrissement PF est le volume d'eau qui se trouve dans le sol au début du flétrissement du végétal. Donc, il correspond aussi là à l'eau hygroscopique ou bien l'eau pelliculaire qui est liée aux particules. C'est cette eau qui n'est pas utilisée par les plantes. Plus un sol est perméable, moins il peut retenir de l'eau. Exemple, le sol sableux. Et moins un sol est perméable, plus il retient de l'eau. Exemple, les argiles. Donc la CRE et le PF sont inversement proportionnels à la texture du sol.